Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Territoire Sénat. L'invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour, député de la France Insoumise. Et pour m'accompagner ce matin, Nathalie Moret du Progrès de Lyon et Oriane Mancini, bonjour. Bonjour. Journaliste politique, public, Sénat. Éric Coquerel, l'affaire François de Rugy, 4 articles en 3 jours. Quel est l'objectif de Mediapart? C'est de faire tomber un ministre? De Mediapart, je ne sais pas. Je pense que Mediapart utilise des informations qu'on leur donne. Manifestement, ils sont bien informés. Et de ce qui court à l'Assemblée, y compris dans les bancs d'En Marche, je n'aurais pas trahir des secrets. C'est que très certainement, ça vient de l'intérieur. Enfin, de l'intérieur, non pas du ministère, mais bon, donc voilà, il y a des gens qui, très certainement... Un règlement de compte politique. Veulent pas du bien de Rugy. Vous nous dites règlement de compte politique? Non, je dis que simplement, il y a des gens qui ne veulent pas du bien de Rugy et que... On apprend au bout d'un moment que dans la politique, beaucoup de choses sont possibles. Mais au-delà de ça, la question qui est posée, c'est sur M. de Rugy. J'allais dire, au-delà de l'aspect qui rend la chose encore plus insupportable, qui est le fait que c'est un président de l'Assemblée, et même avant, qui a mis en avant la transparence, qui a fait la leçon aux députés, Qui a demandé des économies. Qui a demandé des économies, mais en plus c'est la manière de le faire, parce qu'encore qu'on demande des économies, qu'on revienne sur une partie de la retraite des députés, qu'on nous demande, comme ça a été fait, ce que je trouve normal, d'avoir nos justificatifs, etc. pour les frais, bon, mais c'est la manière de l'avoir fait. C'est-à-dire, en gros, il a pas hésité à mettre en avant, j'allais dire, quasiment la potentielle responsabilité des députés. Et dans ce cas-là, il faut être absolument clean, quoi. Je veux dire, bon, si vous voulez donner des leçons aux autres, il faut l'être. Bon. Et manifestement, il s'est installé à l'ASSE et il a, voilà, dans tous les avantages que ça pouvait représenter, peut-être politique. Moi, j'en sais rien. On fera le détail de ces dîners. C'est vrai que. Mais Éric Coquerel, est-ce que François de Rugy, ministre d'État, est aujourd'hui encore crédible dans ses fonctions? Mais moi, ce que je crois, alors, d'un point de vue politique, non. Et je voudrais pas qu'on l'oublie. C'est ça qui me semble le plus important. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, va fermer le train Rungis-Perpignan de fret ferroviaire. C'est 20 000 camions en plus sur les routes. La semaine prochaine, on va parler du CETA. Il soutient le CETA, qui est un traité de libre-échange qui est absolument catastrophique d'un point de vue écologique. Moi, je m'occupe à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, du rapport lié à son ministère. Son ministère, c'est 24 000 suppressions de fonctionnaires depuis 10 ans, et lui en a rajouté. Donc je trouve que politiquement, il n'est pas crédible, parce qu'il est le justificatif écologique, vu son passé, d'une politique qui ne l'est en rien. C'est ça qui me pose le plus de problèmes. Quant à l'affaire elle-même, je vais y venir, est-ce que c'est plus scandaleux ou moins scandaleux que les 300 000 euros qui ont été mis pour la moquette de l'Élysée, les 500 000 euros qui ont été mis pour la vaisselle, les 34 000 euros de la piscine de Brégançon. Bon, moi, je laisse chacun juge. Ce qui ne va pas, qui n'est plus supportable dans cette affaire, c'est que d'un côté, on a un gouvernement qui impose l'austérité, qui gèle le point d'indice des fonctionnaires, qui dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires, qui dit aux chômeurs, il suffit de traverser la route pour trouver un emploi, et de l'autre côté, le moins qu'on puisse dire, qui continue à avoir un train de vie dont a bien des aspects insupportables. Voilà ce qui ne va pas et qui provoque une colère légitime par rapport à ce qui se passe. Et s'il rembourse ces frais-là, est-ce que ça peut suffire? On verra bien sur les détails, d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il a mangé est-ce que vraiment il y a eu du homard à tous les dîners? Mais ce qui n'est pas supportable, et c'est ça que je voudrais préciser, parce que ça dépasse la personnalité de M. de Rugy. Personnellement, je vais vous dire très franchement, je n'aime pas François de Rugy. Voilà, je le trouve agressif, politico-rigide. Je trouve que la manière dont il répond sans arrêt à l'opposition, la manière dont il répond aux associations, la manière dont aussi, par exemple, récemment, il a accepté des primaires où la règle du jeu, c'était de soutenir le candidat qui gagnait les primaires. Enfin, c'est leur problème interne. Et puis hop, il part vers Macron. Il y a un côté que je n'aime pas dans ce personnage politique. Mais pour autant, je trouve qu'il serait commode finalement d'individualiser. Là, je vous ai cité certains chiffres, certains étant liés à M. Macron. Voilà, je trouve que c'est cette façon à un moment de diriger l'État, en proposant l'austérité pour tout le monde, des conditions dures, en privilégiant les plus riches, parce que ça a un rapport aussi, qu'on supprime l'ISF, alors qu'il y a des gens qui se gavent sans arrêt sur le dos des Français qui, eux, souffrent. Et je trouve que c'est ça qui devrait être dénoncé de manière plus globale. Mais pour être clair, vous ne faites pas partie de ceux qui demandent sa démission. On verra bien à l'arrivée. Moi, c'est sa politique que je demande de démissionner. Et si vous voulez, le problème avec la démission, d'abord, à chaque fois que nous on demande une démission, en général, ça protège le ministre. Alors bon, je m'en méfie, mais par exemple,
quand on demande la démission, il faut que ça soit... Il y a un côté rareté dans l'affaire. Bon, donc, ce qui s'est passé avec M. de Rugy me choque, ça choque tout le monde, bien évidemment. Mais par exemple, je demande en ce moment surtout la démission de M. Castaner, d'accord, pour une politique répressive, une politique où on utilise la police à des fins de maintenir l'ordre social avec des victimes. Là, récemment, on se demande où est Steve, le jeune de Nantes. Je trouve que le ministre n'est absolument pas à la hauteur de ce qui se passe dans le pays depuis des années. Une enquête de l'IGPN a été Oui, d'accord, oui, une enquête de l'IGPN. Comme il y a une enquête de l'IGPN, vous avez des nouvelles d'ailleurs sur le boxeur de Toulon, le policier boxeur de Toulon. Je dis ça parce qu'on a suspendu un syndicaliste policier il y a quelque temps qui s'appelle Langlois, du syndicat Vigie, pour avoir une liberté d'expression un peu inverse de celle de ses collègues des syndicats d'extrême droite de la police. Et là, par contre, on n'a pas de nouvelles de ce boxeur policier qui frappait des manifestants mis en respect. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'occasions de demander les démissions des ministres. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la politique de monsieur de Rugy, que je trouve insupportable. Et c'est surtout de dénoncer cette logique qui est qu'on se gave, on vit à un rythme que personne ne peut vivre dans ce pays et on impose l'austérité partout. Alors, vous parlez de Christophe Castaner, vous l'avez rencontré hier, vous étiez à une réunion avec d'autres leaders politiques sur ADP, la privatisation d'Aéroports de Paris. Sur le référendum, vous demandez un comptage plus transparent des signatures. Que vous a dit Christophe Castaner? Alors, pour être exact, il n'y a pas eu de réunion hier. Les sénateurs se sont rassemblés, socialistes, si bien compris, et on a une réunion le 23 juillet. Ce que nous demandons principalement, M. Castaner, c'est la mise en place d'un comité de suivi, comme ils l'ont fait pour le grand débat. C'est-à-dire un comité de suivi qui rassemble les députés et sénateurs, enfin une partie qui ont voté cette loi référendaire, de façon à ce qu'on puisse effectivement suivre dans la transparence où on en est, qu'on puisse continuer à essayer d'améliorer cette plateforme qui, le moins qu'on puisse dire, est vieillotte et elle complique le travail de ceux qui veulent signer. Et donc on se reverra le 23 juillet. J'espère enfin qu'il va accepter cette revendication qui me semble normale. Mais pour être clair, est-ce que le gouvernement freine les signatures avec la plateforme dont on vous parlait, qui est un peu vieillotte? Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il ne les arrange pas. D'ailleurs, il nous l'a dit un peu, Castaner, là-dessus. Quand on l'a vu la première fois, il y a quelques semaines, on lui a dit, par exemple, on trouverait normal que, vu que c'est la loi, il y ait, par exemple, des rappels au niveau des services publics de télévision pour qu'il y ait des messages d'information, des choses comme ça, enfin, qu'il y ait un minimum qui permette une campagne. Bon, en gros, il nous a expliqué qu'il n'allait quand même pas nous arranger, quoi. C'est un peu ça. Bon, tout ce qui est loi, il va le faire. Pour l'instant, il ne le fait pas bien. D'accord ? C'est-à-dire, tout ça a mis du temps à se mettre en place. Alors, en plus, quand c'est mis en place en plein cœur de l'été, vous voyez que ça ralentit un peu les signatures. On en est à 500 000 environ. Il en faut 4,7 millions. Voilà. Un peu plus, vous avez des chiffres à nous donner, puisque le dernier chiffre, c'était... Non, on a le même que vous. On a le chiffre officiel, parce que je crois qu'il y avait un compteur un peu officieux qui s'était mis en place. Ils se sont même débrouillés pour l'annihiler. Donc, comme vous, on sait que le 1er juillet, il y avait 480 000 signatures. Bon, si on fait à peu près la logique, on est au-dessus de 500 000. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais vous êtes confiant pour atteindre les 4 Je suis confiant à partir du moment. Je suis confiant si à la rentrée on est capable les uns et les autres de passer le mur du son. Vous me permettrez cette image au sujet d'ADP et de l'aéroport de Paris. Pourquoi ? Parce que il va falloir 4 700 000 signatures, c'est énorme. D'habitude, vous savez, les pétitions citoyennes, c'est 2 millions à peu près, les plus réussies. Donc, vous voyez qu'on double. Donc, à mon avis, il faut vraiment viser grand angle. Et donc, il faut être capable, les uns les autres, j'allais dire, d'aller partout sur le terrain dans le pays, d'avoir des initiatives un peu différentes. C'est-à-dire, par exemple, on a fait une à Saint-Denis où il y avait des députés qui allaient des Républicains à nous, qui disions ensemble qu'on était contre. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Nous, on y travaille. Plus des rassemblements plus traditionnels. Il y en a un qui est en cours avec Attaque, des syndicats. Mais je crois qu'il faut qu'on donne à voir le fait que sur cette question, on est capable de dépasser des clivages partisans dès lors qu'on est d'accord sur l'objectif et les raisons de cet objectif, c'est-à-dire empêcher cette privatisation. Vous parliez hier du terrain, vous étiez hier matin en Seine-et-Marne pour défendre les salariés de Conforama. 1900 emplois sont menacés sur tout le territoire français. À part de ponctuellement aller les soutenir sur le terrain, qu'est-ce que vous, députés, vous pouvez faire concrètement pour les aider ? Concrètement, nous on essaye d'interpeller le gouvernement déjà. Bon, il se trouve qu'il y a un Conforama en plus sur ma circonscription, donc ça me sensibilise encore plus, même si globalement le problème reste est suffisant pour s'alerter. Moi, je peux mettre mon écharpe au service des luttes, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de peser, j'essaye de mettre un éclairage sur ces questions. Conforama, c'est un vrai scandale, c'est un scandale de plus.
Bon, notamment pour les salariés dont l'emploi pourrait être supprimé, mais parce que c'est un fonds de pension, Conforama, d'accord, qui continue à faire des bénéfices. Contrairement à ce qu'on dit, ils continuent à faire des bénéfices. Donc, leur objectif, c'est pas de garder l'emploi. Leur objectif, c'est le cours de la bourse, de garder une rente suffisamment haute pour concurrencer à la bourse. Il n'y a pas eu de problème de gouvernance de Si, en plus de ça, et c'est les salariés qui servent toujours de variable d'ajustement. Moi, je vais vous citer un exemple à Saint-Ouen, pour bien comprendre le problème. Saint-Ouen, le magasin Conforama est loué par la société Conforama, une SCI qui est créée par le patron de Conforama. Et il a doublé le loyer de cette SCI en quelques mois, en quelques années. Donc vous voyez bien le problème, tout à coup, ce magasin est passé dans le rouge. Et l'argent va toujours au même endroit, que ce soit sous forme de loyer ou sous forme d'intérêt d'actionnaire. Bon, ça, c'est insupportable, il faut le dénoncer. Et moi, c'est pour ça que j'estime que mon devoir d'élu, c'est d'être aux côtés des salariés qui défendent leur emploi dans ces cas-là. Et que peut faire le gouvernement, puisque vous appelez le gouvernement à agir ? Déjà, par exemple, d'arrêter de donner le CICE et demander le remboursement. Parce que 50 millions d'euros donnés à Conforama en 5 ans pour supprimer des emplois, ça montre bien que ce crédit d'impôt, c'est un vrai scandale, qui ne crée pas d'impôt et qu'on ferait mieux de mettre, à la fois pour créer par exemple des postes de fonctionnaires dont on a besoin, contrairement à ce que dit le gouvernement. Bon, vous voyez que c'est tout un problème de logique économique. Éric Coquerel, on va parler maintenant des réformes à venir, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, un document de l'UNEDIC révèle que 1 200 000 chômeurs seront touchés par cette réforme, seront donc moins bien indemnisés. Faux, nous dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle dit que c'est 600 à 700 000 personnes qui seront impactées par la réforme. Est-ce qu'on peut la croire ? Non, c'est une menteuse. Voilà, je vous le dis, c'est une menteuse. Elle m'a fait la même réponse parce qu'il se trouve que ces chiffres-là, avant que ce soit sorti dans les journaux, je les ai indiqués à l'Assemblée dans une question au gouvernement il y a maintenant 2 semaines de ça. Bon. Et la ministre m'a répondu de manière, là aussi, très méprisante. Elle aussi, c'est une spécialiste du genre. Je confirme ce qui a été dit et ce qui est affirmé par les journaux et par les syndicats. Pourquoi on nous cache les vrais chiffres ? Mais parce que c'est déflagrateur. Si on explique aux Français qu'en réalité, ça va être entre 1,2 million et 1,5 million personnes au chômage aujourd'hui qui vont être impactées par cette réforme, vous voyez bien que c'est là, pour le coup, c'est tout le système en réalité d'assurance chômage qu'on est en train de déliter. Quel chômeur Alors justement, les chômeurs qui sont attaqués, c'est ceux qui travaillent un peu. D'accord. Alors, il y a deux entrées pour bien comprendre. La première entrée, c'est à peu près 600 000 personnes qui sont concernées. C'est qu'on va demander, pour avoir le droit à être indemnisé, de travailler plus sur une durée plus courte, 6 mois sur 24 mois. Bien. Donc déjà, ça va compliquer la chose pour des gens qui accédaient aux indemnités. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on va supprimer ce qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi précaire, mais qui n'est pas suffisant pour qu'on considère non suffisant pour ne pas avoir le droit aux indemnités. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, donc les indemnités complétaient quelque part. Bon. Et donc là, on va les sortir. Ça, c'est 840 000 en plus. Donc additionné, vous avez le chiffre. Et ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'on a un gouvernement, c'est pas le premier, les autres on cotise aussi, qu'on crée de la précarité, qu'on avantagé les CDD. D'accord ? 87% des emplois créés l'année dernière en France sont des CDD, dont un tiers de quelques jours. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On dit à ces mêmes personnes dont on a facilité quelque part la précarité, eh bien maintenant vous aurez encore plus de difficultés d'être indemnisés. Donc je vais vous dire, à la fin, on crée des travailleurs pauvres. On va baisser le nombre des chômeurs au niveau statistique et on va créer des travailleurs pauvres comme en Angleterre et en Allemagne, système dans lequel ce système fonctionne depuis très longtemps. Voilà ce que nous dénonçons. Et Mme Pénicaud a beau dire, ce sont des chiffres qui sont logiques. Il suffit de regarder aujourd'hui les statistiques de ceux qu'elle va frapper. Elle a dit que ça ne tient pas compte de l'impact psychologique de la réforme et oui, du fait ça, que des gens l'impact psychologique pour les chômeurs sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Alors justement, elle nous dit ça, elle nous dit nous avons remis des personnes sur le marché de l'emploi, mais sauf que les personnes sur le marché de l'emploi, comme je viens de vous dire, à 87% c'est des CDD. Donc vous voyez bien qu'au bout du bout, vous avez un enchaînement qui est mauvais. Donc alors eux, le chiffre du chômage va baisser, ils seront peut-être contents, mais au-delà du fait que c'est des gens qu'on mène à la misère, véritablement à la misère, mais en plus de ça, c'est des gens qui auront encore moins pour consommer, donc ça ne va pas faciliter la vie de l'économie française. Un mot sur la réforme des retraites, puisque Jean-Paul Delevoye présentera ses recommandations la semaine prochaine. Avant de parler du fond, sur la forme, il a beaucoup consulté Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous saluez la méthode ? Lui, il est plus habile que les autres. Il consulte. Enfin bon, pour l'instant, il a tous les syndicats qui sont quand même encore vent debout. Et ils ont raison de l'être. Parce que le fait est, c'est qu'en réalité, on va prolonger l'âge d'entrée à la retraite à 64 ans. C'est ça qui va se passer. On ne va pas le faire en termes de chiffres, on va le faire en termes de décote, ce qui reviendra au même, parce que les gens ne partiront pas à la retraite avant, sous peine justement, là aussi, d'avoir des pensions de misère. Donc c'est bien une remise en question. Et alors,
Le système à points... C'est pas l'assurance de l'équité ? Non, pas du tout. Le système à points, c'est l'assurance de la précarité et de l'incertitude, puisque vous ne saurez pas, avant la fin de votre travail, vous ne saurez pas combien vous allez toucher, puisque ça sera fluctuant en fonction de certains critères économiques, etc. Donc tout ça est quelque chose qui va déstabiliser en profondeur le système de retraite par répartition, là encore. Et là encore, pour une politique qui est absurde. Je vais vous donner un exemple. On va toucher, par exemple, on nous dit on va toucher aux retraites spéciales des fonctionnaires. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu une étude dans le journal Les Échos, excusez-moi de citer un de vos concurrents, mais bon, qui explique qu'en réalité, ça va aggraver le trou du régime de retraite. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires cotisent plus. Et qu'à partir du moment où on va stabiliser, on va normaliser leur régime, et bien du coup, bizarrement, ça va faire moins d'argent dans les caisses de ce système. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Et il y a encore moins de cohérence parce que chacun sait aujourd'hui que quand vous êtes un travailleur senior, vous ne retravaillez plus. C'est pas vrai, on peut donner tous les éléments, d'accord ? Vous ne retravaillez plus. Donc en réalité, c'est les assédiques qui, pendant plusieurs années, avec toute la précarité que j'ai expliquée sur l'assurance chômage tout à l'heure, vont remplacer le régime de retraite. Donc c'est pas supportable. Un mot sur une autre annonce de cette semaine, Agnès Buzyn qui a annoncé que l'homéopathie ne serait plus remboursée à partir de 2021. L'homéopathie, ce sont des centaines d'emplois en France, dans les entreprises Boiron, Léning. Est-ce que vous redoutez des conséquences en termes d'emploi ? Je peux admettre que je suis partagé sur cette question. Voilà. Je sais que ça va effectivement créer du chômage. Bon, là, c'est mon point de vue personnel, parce que notre mouvement n'a pas... Il y a des gens qui défendent l'homéopathie. Bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un placebo sans effet, et qu'à partir de là, je ne trouve pas scandaleux que ça ne soit plus remboursé. Bon. Mais en même temps, je conçois la difficulté pour des salariés. Voilà. J'admets cette fois-ci être partagé sur la question. Éric Coquerel, pour finir, j'aimerais vous entendre sur l'affaire Tapie. Selon son avocat, Bernard Tapie considère qu'un appel du parquet serait farfelu. Est-ce que le parquet doit faire appel de ce blanchiment général ? S'il estime qu'il doit le faire, oui. C'est-à-dire que le parquet a des politiques à géométrie variable. Donc, c'est un peu ça d'ailleurs qu'on peut contester. Moi, cette affaire est extraordinaire quand même, parce que ce soit à un moment donné une contradiction entre deux juridictions. Non, mais ce blanchiment général auquel on a tous assisté, oui, mais le blanchiment général, il vous a interpellé ? Ah oui, mais il m'interpelle peut-être pour M. Tapie. Enfin, comme m'interpelle le fait que M. Cahuzac n'ait pas fait une seule journée de prison et que d'autres, par contre, en font. Donc, je trouve que là-dessus, il y a une façon de gérer ces affaires-là qui n'est pas équitable, pour reprendre votre terme. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Sur l'affaire Tapie, très franchement, là aussi, à un moment donné, on a des journées de 24 heures. Ce n'est pas que je veux dégager. Je n'ai pas suffisamment dans le détail. Ce que je sais, par contre, c'est que normalement, il doit être redressé. Qu'on explique que certains à Bercy l'ont protégé. Donc ça, il faut aller voir jusqu'où ça a été fait. Bon, au-delà de ça, c'est quand même un flop au niveau de la justice. Donc, grande incohérence, vous nous dites. Oui, mais vous savez, le parquet a souvent des grandes incohérences. Tout comme les procureurs ont de grandes incohérences, tout comme Belloubet a de grandes incohérences, notamment quand je trouve justement qu'elle est pour le moins inefficace sur l'affaire d'un jeune disparu de 24 ans il y a 3 semaines, et que par contre elle est capable d'envoyer des centaines de policiers à la porte de partis politiques qui n'ont rien fait. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce matin. Merci Nathalie Moret, merci Oriane Mancini.